Il existe une photographie prise le 14 août 1927 dans un petit village de la campagne française. C'est une image simple, typique de l'époque. Un portrait de groupe devant une église en pierre. 43 personnes regardent l'objectif. Des hommes en chapeau et bretelles. Des femmes en robe d'été modeste. Des enfants au premier plan, certains sérieux, d'autres souriant timidement. Un couple de personnes âgées est assis sur des chaises en bois au centre. Le photographe, un homme ambulant, de passage dans la région, proposant ses services, a réglé son appareil, a demandé à chacun de rester immobile et a immortalisé l'instant. C'était une fête, la fin de l'été. Une tradition annuelle dans ce village d'un peu plus de 200 habitants. Après la photo, un festin était prévu sur la place. Nourriture, vin, musique. Une simple soirée de joie partagée après une année de dur labeur dans les champs. 24 heures plus tard, 38 des 43 personnes figurant sur cette photographie seraient mortes. Il ne s'agit pas d'une histoire inventée. Ce n'est pas une fiction créée pour choquer ou divertir. C'est un fait réel, documenté dans les archives municipales françaises, dans les rapports de police de l'époque et dans les actes de décès encore consultables. Et c'est une histoire qui, pendant près d'un siècle, est restée enfouie sous des couches de silence institutionnel, d'oubli délibéré et de questions sans réponse. Si les histoires vraies qui remettent en question notre compréhension de la fragilité humaine, les événements systématiquement effacés de la mémoire collective, vous intéressent, aimez cette vidéo et abonnez-vous à la chaîne, car ce que vous allez entendre ne concerne pas seulement ce qui s'est passé dans un village français en 1927. Il s'agit de la façon dont certaines tragédies sont si incompréhensibles, si bouleversantes, que la seule réponse possible est le silence. Et ce silence, nous le découvrons, peut être aussi violent que l'événement lui-même. Regardez à nouveau la photographie. Étudiez les visages. Cet homme moustachu à gauche, c'est Monsieur Moreau, un fermier, père de 4 enfants. Tous les 4 sont sur la photo avec lui. Ils allaient tous mourir cette nuit-là. La femme enceinte près de l'église, Madame Beaufort, la sage-femme du village, enceinte de 7 mois. Elle aussi allait mourir. Les 12 enfants regroupés au premier plan, des orphelins de la guerre précédente, recueillis par la communauté. Seuls 2 survivraient. Quand on regarde de vieilles photos, on ressent généralement une certaine distance, une forme de réconfort. Ce sont des gens d'une autre époque, d'un autre monde. Leurs vies sont terminées, leurs histoires ont déjà été racontées. Mais cette photo est différente, car au moment où elle a été prise, ces personnes ignoraient qu'elle posait pour leur propre hommage. Elles ignoraient que ce serait le dernier témoignage de leur bonheur et de leur vitalité. Elles ne pouvaient imaginer qu'en quelques heures, un événement allait transformer une fête de village en l'une des tragédies les plus mystérieuses et les moins connues de l'histoire de France moderne. Que s'est-il passé entre le moment où le photographe a rangé son appareil et l'aube du 15 août 1927 ? Comment 38 personnes, d'une même communauté, en une seule nuit, ont-elles pu mourir dans des circonstances qui restent encore aujourd'hui inexpliquées ? Et pourquoi cet événement, si tragique pour ce petit village, a-t-il été systématiquement effacé de l'histoire officielle française ? Certaines tragédies laissent des traces visibles. Monuments commémoratifs, plaques commémoratives, journées de recueillement. D'autres disparaissent presque complètement, ne laissant derrière elles que des documents oubliés dans des archives poussiéreuses et une photographie que très peu de gens ont vue. Voici l'une de ces histoires. Une histoire vraie, une histoire troublante, une histoire qui nous oblige à affronter non seulement la fragilité de la vie, mais aussi notre capacité collective à choisir l'oubli lorsque la vérité est trop inconfortable à se rappeler. Le photographe qui prit ce cliché le 14 août 1927 quitta le village cet après-midi-là, probablement satisfait de son travail. Il n'assista pas au banquet du soir. Il n'était pas là au début des événements. Lorsqu'il apprit ce qui s'était passé des semaines plus tard, il présenta la photographie aux autorités comme preuve, comme témoignage des victimes. Mais on le dissuada gentiment. « Il vaut mieux laisser le passé reposer en paix », lui dit-on. La photographie fut classée.
l'affaire fut close. Et pendant près d'un siècle, le silence régna. Jusqu'à maintenant. Car certaines histoires, même enfouies au plus profond d'elles-mêmes, finissent toujours par ressurgir. Et certaines photographies, pourtant oubliées, continuent de nous fixer du regard à travers le temps, nous incitant à nous souvenir. Commençons. Avant de plonger au cœur de cette histoire, une pause s'impose. Ce que vous allez découvrir n'est pas une énigme à résoudre à la légère. Il ne s'agit pas d'un divertissement. C'est la reconstitution minutieuse d'une véritable tragédie qui a coûté la vie à 38 personnes en une seule nuit. Des vies qui avaient des noms, des familles, des histoires. C'est aussi une enquête sur un silence institutionnel qui a duré près d'un siècle. Cette chaîne a pour vocation de préserver ces récits, de veiller à ce que les événements réels, notamment ceux délibérément effacés de la mémoire officielle, ne tombent pas dans l'oubli. Nous agissons ainsi non par sensationnalisme, mais par responsabilité historique. Car chaque fois que nous laissons une histoire être effacée, nous laissons également disparaître les leçons qu'elle recèle. Si vous croyez que la mémoire est importante, que les vérités difficiles méritent d'être dites avec sérieux et respect, abonnez-vous à cette chaîne et activez les notifications. Nous ne publions pas quotidiennement. Chaque documentaire nécessite des semaines de recherche, de vérification des sources et d'élaboration narrative minutieuse. Mais lorsque nous publions, c'est toujours pour aborder un sujet qui mérite toute votre attention, votre temps et une profonde réflexion. Des histoires comme celle-ci ne rivalisent pas pour attirer les clics. Elles appellent à être vues. Et en vous abonnant, vous participez à ce témoignage collectif. Revenons en arrière. Retournons en France, en 1927. Retournons dans ce petit village dont je prononce encore le nom avec précaution, par respect pour les descendants qui portent toujours le poids de cette tragédie. Retournons à cet été où une photographie a immortalisé, à leur insu, le dernier instant de bonheur de 38 personnes. Pour comprendre ce qui s'est passé dans ce village en août 1927, il faut d'abord comprendre la France de cette époque. Un pays qui tentait de se relever après les ravages de la Première Guerre mondiale. La guerre s'était terminée 9 ans plus tôt, mais ses cicatrices restaient profondément visibles, surtout dans les campagnes. Chaque village français, même le plus petit, avait son monument aux morts. Des listes de noms gravés dans la pierre, des fils, des maris, des frères qui ne sont jamais revenus des tranchées. Ce village ne faisait pas exception. 17 hommes étaient partis en 1914. Seuls 6 sont revenus. Mais en 1927, un fragile sentiment de normalité s'installait. L'économie se stabilisait. Les récoltes étaient moins bonnes. La vie reprenait peu à peu son cours. C'est dans ce contexte de reprise prudente que le village décida de renouer avec sa tradition annuelle de célébrer la fin de l'été, une tradition interrompue pendant la guerre et les années difficiles qui suivirent. Le village se situait au centre de la France, entouré de champs de blé et de petits bois. Il comptait environ 200 habitants. Il n'y avait pas de gare. La plus proche était à 12 km. Pas de téléphone public. On communiquait avec le monde extérieur par courrier ou occasionnellement par messager. C'était, à tous égards, une communauté fermée, où tout le monde se connaissait, où les familles vivaient depuis des générations, où les secrets, s'il y en avait, étaient tus. L'économie locale était purement agricole, principalement axée sur la culture du blé. Certaines familles élevaient des poulets, des chèvres et des porcs. On y trouvait une petite boulangerie, une forge et une épicerie où l'on vendait de tout, des clous au tissu. L'église, construite au XVIIe siècle, était le centre géographique et spirituel de la communauté. C'est devant cette église que, chaque année en août, les habitants se rassemblaient pour célébrer la fin des récoltes. Cette année-là, en 1927, la célébration serait particulière, car ce serait la première fois depuis avant-guerre que toute la communauté se rassemblerait véritablement. Nombre de jeunes hommes ayant survécu à la guerre avaient désormais des enfants. De nouveaux enfants, nés en paix, n'avaient jamais connu les horreurs vécues par leurs parents. L'espoir renaissait. Enfin, un avenir se profilait. Le curé de la paroisse, le père Jean Marchand, avait été aumônier militaire pendant la guerre. Il connaissait la mort.
Il connaissait les traumatismes. Il connaissait le fardeau que portaient ses paroissiens. Et c'est lui qui a proposé que la célébration de cette année soit particulièrement mémorable. Nous devons nous souvenir que nous avons survécu, a-t-il déclaré dans son homélie de juillet. Nous devons célébrer la vie qui nous reste. Les préparatifs commencèrent donc. Les familles apportèrent à manger. Le vin fut commandé chez un producteur local, Auguste Pelletier, qui avait hérité des vignes de son père et produisait un vin simple mais authentique, réputé dans toute la région. Des tables et des bancs furent installés sur la place centrale. Des lanternes furent suspendues aux arbres. Et le photographe ambulant, Henri Dubois, fut engagé pour immortaliser l'instant par une photo de groupe. 14 août. Dimanche. Journée ensoleillée, température agréable. Après la messe du matin, vers 11 heures, la communauté s'est rassemblée devant l'église. Le père Jean a organisé l'assemblée. Les personnes âgées s'asseyaient devant, les adultes derrière, les enfants accroupis par terre. 43 personnes en tout. Tous les habitants du village n'étaient pas présents. Certains étaient malades, d'autres avaient voyagé, d'autres encore ne souhaitaient tout simplement pas participer. Mais ces 43 personnes représentaient le cœur de la communauté. Henri Dubois ajusta son appareil photo. Il demanda le silence. Il leur demanda de rester immobiles quelques secondes. Puis, au clic de l'obturateur, il immortalisa l'instant. La photographie qui en résulte est techniquement imparfaite. Certains visages sont légèrement flous. La lumière n'est pas idéale. Le soleil de midi projette des ombres marquées. Mais les visages sont parfaitement visibles. Et il y a en eux quelque chose, une qualité que l'on ne perçoit qu'après coup, de profondément émouvant. Ils ne savent pas, ils n'en ont aucune idée. Ils sont simplement là, dans la chaleur de ce dimanche d'août, attendant patiemment que le photographe ait terminé pour pouvoir retourner à l'ombre, à leur conversation, aux préparatifs de la soirée. Si seulement nous pouvions être à leur place, si seulement nous pouvions les prévenir, si seulement nous pouvions leur dire « N'allez pas au banquet ce soir, ne buvez pas de vin, restez chez vous avec vos familles ». Mais l'histoire ne fonctionne pas ainsi, et la tragédie, lorsqu'elle survient, ne nous demande pas si nous sommes préparés. Le photographe remballa son matériel, reçut son paiement et quitta le village le même après-midi. Il avait d'autres engagements dans les villages voisins. Il ne resta pas pour la fête du soir. Et ainsi, il vécut. Tandis qu'il s'éloignait sur la route poussiéreuse, le village poursuivait ses préparatifs. On dressait les tables, on coupait le pain, on servait le vin dans des cruches en céramique. Des enfants couraient entre les jambes des adultes, des rires, des conversations animées. L'impatience. Personne n'a rien remarqué d'anormal. Personne n'a eu le moindre pressentiment. Personne n'imaginait que ce serait le dernier jour normal que beaucoup d'entre eux vivraient. Et alors que le soleil commençait à se coucher, baignant la place centrale d'une lumière dorée, les festivités débutèrent. Examinons de plus près cette photographie. Non seulement comme un document historique, mais aussi comme une fenêtre ouverte sur des vies fauchées en plein vol. Au premier rang, assis sur des chaises en bois, se trouvent les membres les plus âgés de la communauté. À gauche, Monsieur et Madame Lavigne. Lui a 72 ans, elle 68. Mariés depuis 50 ans. Il a perdu 3 doigts de la main droite en travaillant à la scierie en 1898. Elle est réputée pour faire le meilleur pain de la région, un secret de fermentation qu'elle tenait de sa grand-mère. Dans les registres paroissiaux, on apprend qu'ils ont baptisé 6 enfants. 4 ont survécu à la petite enfance. 2 sont morts à la guerre. Les 2 autres vivent dans des villages voisins. Dans la nuit du 15 août, Monsieur et Madame Lavigne mourront ensemble, chez eux, après avoir quitté le banquet vers 11 heures, se sentant mal. Au centre de la photographie se trouve le père Jean Marchand, 43 ans, curé de la paroisse depuis 12 ans. Son visage porte les stigmates d'une profonde lassitude, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Pendant la guerre, il a été aumônier à la bataille de Verdun. Il a vu des choses qu'il ne pouvait décrire pleinement dans ses lettres, conservées aux archives diocésaines. L'une d'elles,
écrite en 1916, dit simplement « Dieu est ici, mais l'enfer l'est aussi ». Il est revenu au village en 1919, transformé. Ses paroissiens ont remarqué qu'il souriait rarement, mais il était toujours aussi bon, dévoué, présent à chaque naissance, à chaque décès, à chaque moment de détresse. Sur la photographie, il est auprès des enfants de l'orphelinat local. 12 d'entre eux, orphelins de guerre, enfants de soldats morts au combat, de mères décédées en couche ou de la grippe espagnole. Le père Jean s'est occupé d'eux personnellement, avec l'aide de 2 religieuses. Il est mort en essayant de les sauver, leur apportant de l'eau et priant tandis que leur petit corps était secoué de convulsions. 10 des 12 enfants allèrent mourir. Ils mouraient peu après eux. À droite, debout, se trouve la famille Moreau. Georges Moreau, 38 ans, fermier. Sa femme Élise, 35 ans. Et leurs 4 enfants, Pierre, 12 ans, Marie, 10 ans, Jacques, 7 ans, et la petite Céline, tout juste 4 ans. Georges a la main sur l'épaule de Pierre. Élise tient, Céline sur ses genoux. Dans les registres du village, on apprend que Georges avait hérité de la terre de son père. Elle n'était pas grande, juste assez pour faire vivre modestement la famille. Élise cousait pour compléter ses revenus. Pierre apprenait à lire avec le prêtre. Marie aidait sa mère aux tâches ménagères. Jacques adorait les animaux. Il avait un chiot nommé Brutus. Céline tétait encore de temps en temps, bien que sa mère essaya de la sevrer. Tous les 6 allaient mourir. Georges, le premier vers 2 heures du matin. Élise une demi-heure plus tard. Les enfants l'un après l'autre dans les heures qui suivirent. Un voisin rescapé a raconté à la police avoir entendu Élise appeler ses enfants alors qu'elle agonisait. Elle les appelait par leur nom, a-t-il dit. Un par un, comme si elle pouvait les sauver rien qu'en les appelant. Au deuxième rang, presque dissimulée parmi les autres visages, se trouve Madame Beaufort, 32 ans, la sage-femme du village, enceinte de 7 mois. Elle est la seule sur la photo à ne pas regarder directement l'objectif. Son visage est légèrement tourné, comme si quelqu'un avait attiré son attention à la dernière seconde. Dans des lettres à une sœur lyonnaise, on apprend que ce serait sa première grossesse après 3 fausses couches. Elle était prudemment optimiste. « Cette fois, je sens que ça va marcher », écrivait-elle en juillet. « Le bébé bouge beaucoup. Il est fort. Elle mourra à 4h30 du matin. Le bébé mourra avec elle. Et puis il y avait le maire, Monsieur Renaud, 51 ans, élu 3 ans plus tôt. Non par ambition politique, le village était trop petit pour cela, mais par sens du devoir. Respecté, méticuleux et juste dans ses décisions, c'est lui qui avait organisé la fête d'août, coordonné les préparatifs, veillé à ce que tout soit parfait. « Il nous faut quelque chose de beau », avait-il déclaré lors d'une réunion du conseil municipal en juillet. Quelque chose qui nous rappelle que nous formons une communauté. Il mourrait chez lui, la main de sa femme à ses côtés. Ses derniers mots, comme elle l'a rapporté à la police, furent « Qu'avons-nous fait de mal ?» 43 visages, 43 histoires, certaines méticuleusement reconstituées à partir de documents, d'autres seulement des fragments, un nom, un âge, une profession, mais toutes réelles, toutes humaines. Et 38 d'entre elles sont sur le point de s'achever. Le banquet commença au coucher du soleil, vers 19h30. Les tables étaient disposées en forme de U sur la place centrale. Des nappes blanches, certaines empruntées, d'autres apportées de chez soi, recouvraient les planches rustiques. Assiettes en céramique, couverts simples, verres ordinaires. Les repas avaient été préparés collectivement tout au long de la journée. Du pain cuit par des boulangers locaux, des terrines de porc, des pâtés, des fromages régionaux. Il y avait du poulet rôti, 3 gros poulets, préparés par Madame Girard, réputée pour ses talents culinaires. Des salades de tomates et de concombres. Des pommes de terre bouillies au beurre et aux herbes. Et le vin. 6 grandes cruches en céramique, d'environ 5 litres chacune. Du vin rouge produit par Auguste Pelletier, le vigneron du village.
Un vin simple et rustique, légèrement acide comme c'était courant à l'époque. Pelletier avait généreusement offert le vin, sa contribution à la fête du village. Étrangement, Pelletier était absent du banquet. Il s'était rendu 2 jours plus tôt chez un fils dans une autre ville. Il avait laissé le vin au maire, déjà mis en bouteille et prêt à être servi. Ce détail allait s'avérer crucial dans l'enquête. Au fil de la soirée, une joie authentique régnait. On entendait de la musique, un accordéon joué par Monsieur Dubois, sans lien de parenté avec le photographe, des chants traditionnels entonnés en chœur. Des enfants couraient entre les tables en riant, jouant à chat sous les lanternes suspendues aux arbres. Madame Cartier, l'une des 5 survivantes, a fait un récit détaillé quelques semaines plus tard. Elle avait quitté le banquet tôt, vers 21h, car son bébé était agité à la maison. Mais elle se souvient parfaitement des heures qu'elle y a passées. Tout le monde était heureux, dit-elle. On entendait des rires, des conversations animées. J'ai vu Monsieur Moreau danser avec sa fille Marie. J'ai vu le père Jean bavarder avec les aînés. Les enfants de l'orphelinat couraient sur la place, enfin libres d'être des enfants. Tout semblait normal, parfaitement normal. Mais il y avait des petits détails. Des détails qui n'ont pris leur importance que plus tard. Vers 20h30, certains firent des remarques sur le goût du vin. « Il est plus amer que d'habitude », dit quelqu'un. « La chaleur y est peut-être pour quelque chose », répondit un autre. Mais ils continuèrent à boire. Personne n'imaginait qu'il puisse y avoir le moindre problème. Certains, enfants, refusèrent de boire le vin, évidemment puisqu'il était destiné aux adultes, mais ils refusèrent également le jus de fruits légèrement dilué, comme on avait coutume de le donner aux plus grands. « Je n'aime pas le goût », dit Pierre Moreau. Sa mère insista. Il but un petit verre en grimaçant. Cela lui sauva probablement la vie pendant quelques heures, mais pas assez longtemps. Vers 9h, certains commencèrent à dire au revoir. Madame Cartier, comme mentionné précédemment. D'autres personnes âgées qui préférèrent se coucher tôt. Quelques familles avec de jeunes enfants. Ils partirent. Ils survécurent. Ceux qui restaient, une 50aine de personnes environ, continuaient de faire la fête. À 11h, tout semblait encore aller bien. À 11h15, tout a changé. Le premier à se sentir mal fut Monsieur Lavigne. Il discutait avec le maire lorsqu'il porta soudain la main à son ventre. « Je ne me sens pas bien », dit-il. Quelques minutes plus tard, il vomit violemment près des tables. On pensa d'abord à une indigestion. Madame Lavigne ramena son mari chez lui. « Il a dû trop manger », commenta quelqu'un. Rire nerveux. La fête continua. Mais 15 minutes plus tard, 3 autres personnes se mirent à vomir. Puis 5 autres. Puis 10. En une demi-heure, la moitié des personnes présentes se tordèrent de douleur. Ce n'était pas une indigestion. C'était bien pire. Le père Jean s'efforçait de garder son calme. « Ramenons tout le monde à la maison », ordonna-t-il. « Ce doit être quelque chose que nous avons mangé. Ils ont besoin de se reposer. » Mais à peine avait-il fini de parler, que lui-même fut pris de violentes crampes abdominales. Ses mains tremblaient. Il tomba à genoux. Quelqu'un courut au village voisin chercher le médecin. La distance était de près de 10 kilomètres. À pied ou à cheval, cela prendrait du temps. Pendant ce temps, dans le village, l'horreur s'intensifiait. Des gens s'effondraient dans les rues, tentant de rentrer chez eux. Vomissements, diarrhée, convulsions, cris de douleur. Des enfants pleuraient, appelant leurs parents. Des parents impuissants, car eux-mêmes étaient en train de mourir. La famille Moreau parvint à rentrer chez elle. Georges portait Céline, déjà inconsciente. Élise tenait la main de Jacques tandis que Pierre et Marie suivaient en titubant. À l'intérieur, Georges coucha les enfants. Il essaya de leur donner de l'eau, mais ils la vomirent aussitôt. Il regarda Élise. Elle le regarda. Et, tous deux sûrs, sans un mot, que quelque chose de terrible se passait. Le docteur Moreau, qui portait curieusement le même nom de famille que les membres de la famille, bien qu'il n'ait aucun lien de parenté, arriva vers 1h du matin. Ce qu'il découvrit mit à l'épreuve ses 20 années d'expérience médicale. C'était comme un champ de bataille.
écrivit-il dans son rapport officiel. Des gens partout, dans les maisons, dans les rues, sur la place. Des gémissements, des cris. Certains étaient déjà inconscients, d'autres étaient déjà morts. J'étais seul. Je ne pouvais rien faire d'autre que tenter de soulager leur souffrance. Il a immédiatement reconnu les symptômes. Un empoisonnement. Mais pourquoi? Il n'avait jamais rien vu de tel. Un empoisonnement accidentel touche une seule personne, peut-être une famille. Pas des dizaines à la fois. Malgré d'atroces souffrances, le père Jean s'efforçait d'administrer l'extrême onction. Il allait de maison en maison, de personne en personne, oignant les fronts d'huile sainte et murmurant des prières. Les enfants de l'orphelinat, ses enfants, se trouvaient à l'étage du presbytère. Il montait les escaliers, chaque marche étant une torture. Il les trouvait dans leur lit, certains déjà inconscients, d'autres hurlant de douleur. Il s'agenouillait près de chacune d'elles. Il priait. Il leur tenait les petites mains. Et lorsque la première mourut, une fillette de 6 ans nommée Sophie, il ferma doucement ses yeux et passa à la suivante. À 3 heures du matin, les premiers décès commencèrent. Monsieur Lavigne, puis sa femme, puis Madame Beaufort, et l'enfant qu'elle portait, puis Georges Moreau. Toutes les demi-heures, quelqu'un d'autre. Chez les Moreau, Élise était encore consciente, bien qu'elle pût à peine bouger. Elle entendait ses enfants. Pierre vomissait dans la pièce voisine. Marie gémissait doucement. Jacques criait « Maman, maman !» à plusieurs reprises. Et Céline? Le silence. Élise essaya de se lever. Elle n'y parvint pas. Elle essaya de les appeler. Sa voix n'était qu'un murmure. Au lever du soleil, le 15 août 1927, 38 personnes étaient mortes. Épuisé et traumatisé, le docteur Moreau dressa une liste. Des noms, des âges, l'heure estimée du décès. Sa main tremblait tandis qu'il écrivait. Certains noms lui étaient familiers. C'étaient ses voisins, ses amis, des personnes avec qui il avait dîné, discuté, partagé un verre de vin lors d'occasions plus heureuses. Puis, il a écrit un seul mot dans son rapport, arsenic. La nouvelle parvint à Paris le lendemain. Les autorités médicales et policières furent immédiatement dépêchées sur place. Leurs constatations confirmèrent le diagnostic initial du docteur Moreau. Un empoisonnement massif à l'arsenic. Les autopsies ont été pratiquées rapidement. La chaleur du mois d'août rendant l'opération urgente. Les corps présentaient les signes classiques. Lésions graves du système gastro-intestinal. Nécrose des organes internes et concentration mortelle d'arsenic dans le foie et les reins. Des échantillons des aliments servis au banquet ont été prélevés et analysés. Pain, propre. Viande, propre. Salade, propre. Mais le vin, les cruches contenant encore du liquide, présentèrent des concentrations d'arsenic allant de 200 à 400 mg par litre. Une dose létale pour un adulte est d'environ 120 mg. Quiconque avait bu 2 verres ou plus était condamné. Mais comment l'arsenic s'est-il retrouvé dans le vin? L'enquête s'est portée sur Auguste Pelletier, le producteur. Mais il se trouvait à 200 km de là, au moment de l'empoisonnement, chez son fils, un fait confirmé par plusieurs témoins indépendants. Lui-même était anéanti. « C'est moi qui ai donné ce vin », répétait-il avec obsession. « C'est moi qui l'ai donné. Je les ai tous tués. » Mais l'analyse a révélé un élément crucial. La concentration d'arsenic n'était pas uniforme. Certaines jarres présentèrent des concentrations très élevées, d'autres des concentrations plus faibles. Cela laissait supposer que l'intoxication n'était pas survenue lors de la vinification, mais après, probablement lorsque les jarres se trouvaient déjà au village, prêtes à être servies. L'arsenic était courant à l'époque, utilisé comme pesticide dans pratiquement toutes les exploitations agricoles de la région. Facile d'accès, bon marché, mortel. N'importe qui possédant des connaissances de base aurait pu en ajouter au vin. Mais qui? Et pourquoi? L'enquête se heurta alors à son premier obstacle majeur. Presque tous ceux qui avaient eu un accès direct au vin avant le banquet étaient décédés. Le maire Renaud,
qui avait reçu les bocaux de Pelletier et les avait conservés chez lui pendant 2 jours avant l'événement, morts. Les membres du comité d'organisation qui ont aidé à transporter les jarres jusqu'à la place, 4 d'entre eux, tous morts. Ceux qui ont servi le vin pendant le banquet, morts. Les enquêteurs ont tenté de reconstituer le parcours du vin. Pelletier l'a livré au maire le mardi 12 août. Le maire a entreposé les cruches dans sa cave, un endroit frais et fermé à clé. Le dimanche 14 août au matin, les cruches ont été transportées au presbytère, où elles devaient rester jusqu'au banquet. Le père Jean en était responsable. Il était décédé. Dimanche après-midi, à 5 heures, les cruches furent apportées sur la place et disposées sur les tables. Entre ce moment et le début du banquet, des dizaines de personnes traversèrent la place. N'importe qui aurait pu verser quelque chose dans le vin. Les interrogatoires des survivants n'ont rien donné. Personne n'a rien vu de suspect. Personne n'a remarqué d'étrangers dans le village. Personne ne se souvenait d'un comportement anormal. L'un des principaux enquêteurs, l'inspecteur Rousseau, dépêché de Paris, écrivait dans son rapport du 25 août « Nous sommes confrontés à une affaire sans précédent, un crime de masse, où pratiquement tous les témoins clés et tous les suspects potentiels figurent parmi les morts. C'est comme tenter de résoudre une énigme où le tueur a effacé non seulement ses traces, mais aussi une grande partie des preuves en éliminant ceux qui auraient pu voir quelque chose. » Des théories ont commencé à émerger. La première, et la plus évidente, la vengeance. Une personne nourrissant une profonde rancune envers plusieurs membres de la communauté aurait profité de l'événement collectif pour commettre un acte de violence de masse. Mais qui ? Les enquêteurs se sont penchés sur l'histoire récente du village. Y avait-il eu des conflits ? Des litiges fonciers ? Des trahisons ? De vieilles rivalités ? Ils ont rencontré quelques tensions mineures, comme dans toute communauté. Un fermier en désaccord avec son voisin au sujet d'une clôture mal installée. Une femme qui colportait des rumeurs sur une autre. Des conflits insignifiants de la vie rurale. Rien qui justifiât un massacre. Car, seconde hypothèse, un accident catastrophique. Peut-être quelqu'un a-t-il confondu un fût de vin avec un fût contenant une solution d'arsenic à usage agricole. Mais les analyses m'ont montré que l'arsenic avait été ajouté délibérément, et non dilué par erreur. De plus en quantité variable, ce qui suggère des ajouts intentionnels répétés. La troisième théorie, plus sombre, le suicide-homicide. Une personne souhaitant mourir, mais décidant d'entraîner d'autres personnes dans sa mort. Peut-être une personne atteinte d'une maladie incurable, souffrant de douleurs psychologiques insupportables ou de troubles mentaux. Mais qui ? Et pourquoi choisir cette méthode qui tuerait des innocents, y compris des enfants ? Et il y avait une quatrième possibilité, rarement évoquée dans les documents officiels mais murmurée. Un assassinat idéologique ou religieux, un fanatique aux motivations qui nous resteront à jamais obscures, un acte de violence dénué de toute logique apparente. Aucune théorie ne s'est avérée entièrement concluante. Et les semaines se sont transformées en mois. L'enquête a piétiné. En mars 1928, 7 mois après la tragédie, l'affaire fut officiellement classée. Conclusion. Empoisonnement de masse d'origine indéterminée. Aucun suspect identifié. Enquête close faute de preuves concluantes. Mais des documents révèlent que des pressions ont été exercées pour classer l'affaire. La France des années 1920 cherchait à se réaffirmer comme une nation moderne, stable et prospère. Le tourisme était en plein essor. Les investissements étrangers étaient essentiels à la reconstruction d'après-guerre. Un massacre inexpliqué dans un village rural, sans solution ni justice, était embarrassant. C'était une tache sur l'image nationale. Les journaux qui avaient largement couvert l'affaire en août et septembre ont progressivement cessé d'en parler. En octobre, il n'en était plus question que de manière sporadique. En janvier 1928, plus aucun commentaire. Le village ne s'en est jamais remis. Perdre 38 habitants sur 200, c'est perdre près d'un cinquième de la communauté. Mais ce n'était pas qu'une question de chiffres, il s'agissait de personnes importantes. Le prêtre, le maire, la sage-femme, des familles entières.
Le tissu social du village s'est tout simplement effondré. Les années suivantes, les familles commencèrent à partir. Non pas officiellement, ni lors d'un exode spectaculaire, mais progressivement. Les jeunes mariés choisissaient de s'installer dans d'autres villages. Les personnes âgées décédées n'avaient des personnes pour hériter de leurs terres. Les maisons furent abandonnées. Les champs restèrent en friche. En 1935, il ne restait que 80 habitants. En 1950, moins de 50. Aujourd'hui, la population compte environ 45 habitants, principalement des personnes âgées nées sur place et qui refusent de partir, ainsi que quelques autres qui ont acheté de vieilles maisons comme résidence d'été. La photographie, prise le 14 août 1927, était conservée aux archives municipales. Son existence était méconnue. L'événement lui-même tomba peu à peu dans l'oubli ou fut délibérément passé sous silence. Il devint un de ces sujets tabous, une blessure vive que la communauté préférait dissimuler. Les documents relatifs à l'affaire ont été transférés aux archives du ministère, puis aux archives nationales. Nombre d'entre eux ont été classés, accès restreint, pendant des décennies. Certains ont complètement disparu, égarés lors de transferts, détruits lors de restructurations administratives ou tout simplement retirés. Lorsque les chercheurs ont tenté d'étudier l'affaire au cours des décennies suivantes, ils n'ont trouvé que des fragments, des rapports incomplets, des témoignages tronqués. La photographie, heureusement, a survécu, mais elle était cataloguée de manière si obscure que très peu de personnes l'ont découverte. Au cours des 30 dernières années, historiens, toxicologues et enquêteurs criminels ont réexaminé l'affaire avec un regard neuf et de nouvelles méthodes. Bien que nous ne sachions peut-être jamais avec certitude ce qui s'est passé, certaines théories ont gagné en crédibilité. Le criminologue Laurent Mercier, qui a étudié l'affaire en 2003, avance l'hypothèse qu'une personne avait une motivation personnelle contre plusieurs victimes précises. Peut-être 5 ou 6 personnes, mais a choisi une méthode qui entraînerait inévitablement la mort d'autres personnes. L'empoisonnement de masse lors d'un événement collectif est cruel précisément parce qu'il est aveugle, explique-t-il. L'auteur a pu se dire « Je dois tuer ces personnes en particulier. Si d'autres meurent aussi, c'est regrettable, mais nécessaire pour dissimuler mes véritables cibles. » Cette théorie expliquerait pourquoi certains pots contenaient plus d'arsenic que d'autres. L'auteur du méfait a peut-être essayé de diriger certains pots vers certaines personnes, mais dans le chaos d'un festin communautaire, il a perdu le contrôle de qui buvait quoi. La toxicologue Sophie Arnaud suggère qu'une erreur involontaire a pu se produire, mais que quelqu'un l'a commise sans jamais l'admettre. Imaginez une personne préparant une solution d'arsenic à usage agricole, explique-t-elle. Elle a utilisé un récipient semblable à une bonbonne de vin. Il y a eu une confusion. Lorsqu'elle s'est rendue compte de son erreur, peut-être le lendemain matin en découvrant les décès, cette personne a paniqué. L'admettre, c'était admettre la responsabilité de 38 morts. Nombreux sont ceux qui ont choisi le silence. Le problème avec cette théorie, les concentrations d'arsenic étaient trop élevées et trop irrégulières pour une simple erreur de conditionnement. Certains chercheurs suggèrent qu'un des défunts serait responsable. Une personne atteinte d'une maladie incurable, de dépression sévère ou de psychose non diagnostiquée aurait décidé de mourir, mais de façon spectaculaire, emportant d'autres personnes avec elle. L'historien Michel Dubois remarque « Si le coupable se trouvait parmi les morts, cela explique parfaitement pourquoi il n'a jamais été identifié. Il est mort avec son secret. » Mais cette théorie soulève une terrible question morale. Qui parmi les morts pourrait-on accuser? Sans preuve, ce serait diffamer la mémoire d'une victime innocente. L'hypothèse la plus troublante est que cet acte ait été commis pour des raisons que nous ne comprendrons jamais pleinement. Une motivation idéologique ou religieuse, ou le fruit d'un esprit profondément perturbé. Le psychologue légiste Henri Blanc observe « Certains actes de violence de masse sont dépourvus de motivation qui puisse expliquer un esprit sain. » L'auteur a peut-être suivi une logique interne, la conviction d'accomplir une mission divine, de punir un péché collectif, ou tout simplement un désir nihiliste de faire souffrir. Cette théorie est la plus difficile à accepter, car elle n'offre aucune consolation, aucune raison compréhensible
Aucune logique, juste le mal à l'état pur. J'ai parlé avec des descendants, petits-enfants et arrière-petits-enfants des victimes. Ils portent un fardeau particulier. Non seulement le deuil d'ancêtres qu'ils n'ont jamais connus, mais aussi une incertitude éternelle. Marie-Thérèse Moreau, arrière-petite-fille de Georges et Élise Moreau, a aujourd'hui 64 ans. Ma grand-mère, la fille de Georges et Élise, qui n'avait que 2 ans et était restée chez une tante, n'a jamais beaucoup parlé de cette soirée, me confie-t-elle. Mais je sais qu'elle a grandi avec un immense vide. Elle a perdu ses parents et ses 4 frères et sœurs d'un coup. Et elle n'a jamais su pourquoi. Cette incertitude la rongeait, et elle l'a transmise à ma mère. Et maintenant, à moi. J'ai également parlé avec un descendant d'une survivante, le petit-fils de Madame Cartier, la femme qui a quitté le banquet prématurément. Ma grand-mère se sentait coupable d'avoir survécu, dit-il. Une culpabilité irrationnelle mais bien réelle. Elle se demandait « Pourquoi suis-je partie si tôt ? Pourquoi ai-je été épargnée alors que des enfants innocents sont morts ?» Elle a porté ce fardeau jusqu'à sa mort à 86 ans. Je reviens à cette photographie. 43 visages, figés le 14 août 1927, éternellement dans cet instant d'avant. Avant le banquet, avant le vin, avant la douleur, avant la mort. Il y a quelque chose de profondément troublant à la regarder en sachant ce qui allait se produire quelques heures plus tard. C'est comme regarder un film d'horreur où l'on crie aux personnages « Ne faites pas ça, n'y allez pas !» mais ils ne peuvent pas vous entendre. C'est déjà arrivé. C'est déjà fait. Combien de fois sommes-nous photographiés dans notre dernier moment de bonheur sans le savoir? Combien de fois sourions-nous à l'objectif, complètement inconscients qu'en quelques heures, jours ou semaines, quelque chose d'irréversible se produira? Cette photographie nous rappelle la brutale fragilité de la vie, la frontière ténue entre la joie et la tragédie. Le fait que la normalité puisse basculer en un instant, par hasard, par malice, par erreur, par des forces que nous ne comprendrons jamais pleinement. J'ai visité le village récemment. C'est un endroit fantomatique désormais. Des maisons en ruine, des rues silencieuses. L'église est toujours là, plus petite qu'elle n'y paraît sur la photo mais reconnaissable. La place centrale où se déroulait le banquet n'est plus qu'un espace vide recouvert d'herbe. Mais si l'on sait où chercher, on peut trouver de petits hommages, des fleurs déposées çà et là, une plaque discrète sur le mur de l'église portant les noms des défunts, et dans le petit cimetière voisin, des tombes, souvent celles de familles entières enterrées ensemble. La photographie demeure. Numérisée à présent, elle est accessible dans les archives en ligne à quiconque sait s'y prendre. Les visages nous fixent encore à travers le temps, et nous les regardons en retour, sachant ce qu'ils ignoraient. Ici, il n'y a ni justice, ni résolution, ni réponse définitive, seulement le souvenir. Et peut-être est-il juste qu'il en reste ainsi, un rappel que certaines tragédies ne sont jamais pleinement comprises, seulement vécues, seulement remémorées. Et peut-être est-il de notre devoir de regarder ces 43 visages et de dire « Nous vous voyons. Nous nous souvenons de vous. Vous avez existé. Vous avez vécu. Et votre histoire, aussi incomplète, aussi frustrante, aussi sans réponse soit-elle, ne sera pas oubliée. Car oublier, ce serait les tuer une seconde fois. » Le 14 août 1927, 43 personnes posèrent pour une photo. Elles fêtaient un événement. Elles étaient vivantes. Elles débordaient de projets pour le lendemain, pour les prochaines récoltes, pour l'année à venir. 24 heures plus tard, 38 d'entre elles, sur sa morte, empoisonnées, assassinées, par quelqu'un, pour une raison inconnue. Une raison que nous ne connaîtrons jamais vraiment. Près d'un siècle plus tard, face à cette photographie, nous sommes confrontés non seulement à une tragédie, mais aussi à quelque chose de plus profond et de plus troublant, l'absolue fragilité de l'existence humaine, la frontière invisible entre la vie et la mort, la possibilité, toujours présente, rarement admise, que tout puisse s'achever sans prévenir, sans raison, sans justice.
Mais cette histoire nous laisse avec des questions qui vont bien au-delà de ce village, de cette nuit, de ses victimes en particulier. La première question est: que faire face à l'absence de réponse? Lorsqu'une tragédie survient et reste inexpliquée, insoluble, sans que justice ne soit rendue, quelle est notre responsabilité? Oublier et passer à autre chose, comme l'a fait l'État français? Ou se souvenir, même si ce souvenir est douloureux et frustrant, même si la vérité entière restera à jamais un mystère? Et si nous choisissons de nous souvenir, comment le faire sans réduire les victimes à de simples symboles, à des numéros ou à des noms sur une liste? La deuxième question est encore plus troublante. Combien de fois vivons-nous notre dernier moment de bonheur sans le savoir? Ces 43 personnes ont souri à l'objectif le 14 août. Certaines d'entre elles, d'après leurs témoignages, ont ri pendant la séance photo. Un enfant a fait la grimace et a été réprimandé. Un couple se tenait la main. Des gestes banals, quotidiens, insignifiants. Mais ce sont devenus nos derniers gestes. Nos dernières expressions de normalité avant l'abîme. Combien de fois faisons-nous de même? Combien de photos de nous-mêmes, prises lors de fêtes, de réunions de famille, de moments informels, pourraient être, à notre insu, notre dernier souvenir de bonheur? Et la troisième question, peut-être la plus difficile: que faire d'une injustice irrémédiable? 38 personnes sont mortes. Quelqu'un est responsable, par malice délibérée, par erreur catastrophique, ou pour des raisons qui nous resteront à jamais obscures. Mais cette personne n'a jamais été identifiée, jamais jugée, jamais soumise à ses responsabilités. Les victimes n'ont jamais obtenu justice, les familles n'ont jamais eu de réponse. Et aujourd'hui, un siècle plus tard, elles n'en auront jamais. Comment vivre avec cela? Comment accepter que certaines injustices persistent? Non, pas par choix de pardon, mais parce qu'il n'y a personne à demander des comptes. Je n'ai pas les réponses à ces questions. Et je soupçonne que vous non plus. Mais ce sont des questions qui méritent d'être posées. Qui doivent être posées? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Croyez-vous qu'il soit possible, grâce aux techniques médico-légales modernes, de rouvrir cette affaire et de découvrir enfin la vérité? Ou pensez-vous que certaines tragédies doivent rester des mystères, qui lient à un certain respect à ne pas déranger les morts par des spéculations interminables? Et que feriez-vous si vous étiez un descendant? Choisiriez-vous de chercher obsessionnellement des réponses, ou choisiriez-vous la paix en acceptant de ne jamais savoir? Vos réflexions sont importantes. Il ne s'agit pas d'un simple récit à consommer passivement. C'est une invitation au dialogue sur la mémoire, la justice et les limites de notre capacité à comprendre le mal. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a fait porter un regard différent sur les vieilles photos, si elle vous a fait réfléchir à la fragilité de la vie et à l'importance de préserver la mémoire, même lorsqu'elle est douloureuse, laissez un j'aime, pas seulement pour l'algorithme, mais pour affirmer « ces 38 vies comptaient ». Cette tragédie mérite d'être commémorée. L'histoire ne doit pas être effacée par commodité. Abonnez-vous à la chaîne, car cette photographie n'est pas la seule à immortaliser le dernier instant avant la fin. Il en existe d'autres communautés, d'autres événements inexpliqués, systématiquement effacés de l'histoire officielle. Dans le prochain documentaire, nous nous rendons en Italie en 1933, où une photo de mariage montre 27 invités souriants, tous morts 3 heures plus tard, dans des circonstances que le gouvernement fasciste de Mussolini a choisi d'étouffer sous un flot de censure et de mensonges. L'histoire continue de s'écrire et de s'effacer, et il est de notre responsabilité de veiller à ce que certains visages, certaines vies, certaines tragédies ne disparaissent pas complètement dans l'oubli. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Merci d'avoir été témoin. Merci de vous en souvenir. Car au final, tout ce que nous possédons vraiment, c'est la mémoire. Et quand la mémoire meurt, nous mourrons une seconde fois. Cette fois, pour toujours. Regardez à nouveau cette photographie. 43 visages, 38 morts, 5 survivants qui ont porté le poids de la culpabilité, du traumatisme et des questions sans réponse jusqu'à leur propre fin. Ils sont figés là, à jamais dans cet instant d'avant, avant qu'ils ne sachent, avant l'horreur,
avant la fin. Et nous, de l'autre côté du temps, nous les contemplons et nous nous souvenons, la vie est fragile. Le mal, le hasard ou l'erreur peuvent tout anéantir en un instant. Et quand cela arrive, il ne reste que le souvenir. Ne les laissons pas tomber dans l'oubli. N'oublions personne.